En septembre, le long week-end de la fête du travail tourne au cauchemar suite à une série de meurtres perpétrés dans différents coins des États-Unis. 2 suspects vont d'un État à l'autre, laissant des victimes dans leur sillage. Dans une course contre la montre, les agents du FBI, de concert avec les autorités policières, rassemblent toutes leurs ressources pour mettre un terme à cette tuerie. Le 29 août 1994. L'été tirait à sa fin dans la petite ville de Port Washington, en Ohio, une localité agricole parsemée de fermes. Ruth Lauder, une veuve de 79 ans, vivait seule dans une de ses propriétés. Des membres de sa famille venaient régulièrement la voir, car elle était aux prises avec un cancer. C'est pourquoi elle ne s'inquiéta pas quand elle entendit des pas dans sa cuisine. Elle se dit qu'il devait s'agir de sa petite fille venue s'assurer que tout allait bien avant la nuit. Mais elle s'aperçut bientôt que des inconnus étaient entrés par effraction. Le lendemain matin, le bureau du shérif de Tuscarawas County reçut un appel d'urgence de la sœur de Ruth Lauder. Comme d'habitude, elle était allée chez la malade avec son gendre pour voir comment elle allait, mais il n'y avait personne et l'auto de sa sœur avait disparu. C'est le shérif Walter Wilson, alors lieutenant-détective, qui fut l'enquêteur en chef dans cette affaire. Les proches de Mme Lauder étaient venus la voir lors de la soirée précédant sa disparition. Elle se portait bien à ce moment-là. On nous a dit qu'elle se remettait d'une chirurgie nécessitée pour son cancer et qu'elle devait absolument prendre des médicaments qui se trouvaient toujours dans sa maison. La famille s'inquiétait de l'état de santé de Ruth Lauder. Elle était si faible que son état risquait d'empirer si elle ne pouvait prendre ses médicaments pendant un certain temps. Il y avait des marques sur la porte arrière et des dommages sur le chambranle qui montraient que quelqu'un avait enfoncé la porte pour entrer. À l'évidence, la vieille femme n'avait pas quitté sa maison de son plein gré. Son sac à main se trouvait d'ailleurs encore là, mais il ne contenait plus d'argent. Les clés de sa Buick rouge avaient également disparu. Le shérif Wilson fit immédiatement diffuser une description de la veuve et de sa voiture. Plus on agirait vite, plus grandes seraient les chances de retrouver Ruth Lauder en vie. Très vite, on a eu le sentiment que Mme Lauder avait été enlevée. Nous avons immédiatement entamé d'importantes recherches pour la retrouver, elle et sa voiture. Les divers services de police de la région ont participé à l'opération, de même que le personnel du service des incendies. De plus, des habitants du secteur se sont regroupés pour fournir leur aide. Inquiète du sort réservé à la veuve, la population avait décidé de s'unir pour tenter de la retrouver. On installa un poste de commandement dans la caserne de pompiers de Port Washington. Aidés par des bénévoles, les autorités établirent un plan de recherche pour retrouver la malade. Si elle ne pouvait pas avoir rapidement accès à ses médicaments, son état de santé s'aggraverait. Il fallait absolument la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Des unités de policiers à cheval se joignirent aux équipes de recherche pour fouiller les terrains plus accidentés. Pendant ce temps, la police locale et les voisins de Ruth Lauder ratissèrent les champs et les bois. Des policiers du bureau du shérif de la localité voisine emmenèrent leur unité canine avec eux, dans l'espoir que leur chien détecterait quelque chose. Les autorités responsables des autoroutes de l'Ohio demandèrent à leur patrouille aérienne d'examiner les routes du haut désert. Malheureusement, tout cela ne donna rien. On ne trouva aucune trace ni d'elle ni de la voiture.
On recueillit des dons dans les restaurants et les épiceries pour financer le salaire du personnel additionnel. Le service de police alerta les médias pendant que les membres de la famille de la disparue posaient des affiches dans les villes voisines pour permettre à la nouvelle de se propager rapidement tout autour de Port Washington. Au cours de l'après-midi, une connaissance de Ruth Lauder appela le bureau du shérif en déclarant qu'elle croyait détenir des informations. Elle vint rencontrer les enquêteurs. Elle avait aperçu la Buick de Mme Lauder en ville vers 23 heures la veille. Elle avait d'ailleurs trouvé étrange que la femme en pleine convalescence soit sortie de chez elle aussi tard le soir. Bien qu'il fît nuit, elle avait cru voir un jeune homme au volant. L'informatrice fit de son mieux pour aider la police à dresser un portrait robot du conducteur à partir du peu qu'elle avait pu voir. Le lendemain, un agent introduisit toutes les données relatives à la disparition de Ruth Lauder dans le système du NCIC, la base de données criminelle nationale qui relie quelques 57 000 services de police à travers les États-Unis. Plus tard, le même jour, des parents inquiets appelèrent le poste de police. Leur adolescent de 16 ans avait également disparu. Ils appelaient de la localité voisine de Newcomerstown, à seulement 5 km de la ferme de Ruth Lauder. Le père, inquiet, déclara que son fils avait disparu. Personne de leur entourage n'avait eu de ses nouvelles depuis 3 jours. Il s'était aussi rendu compte que son pistolet de calibre 22 n'était plus dans la maison. Le père et la belle-mère d'Eric Elliott remirent sa photo à la police. C'était une étrange coïncidence qu'au moment même de la disparition de Mme Lauder, un adolescent qui vivait aussi près de chez elle est également disparu. Les enquêteurs de l'Ohio en étaient à se demander s'il n'y avait pas de lien entre les deux affaires. Puis, seulement 36 heures après l'enlèvement de Mme Lauder, le shérif Wilson reçut un autre appel. À Fulton, au Missouri, soit à plus de 1000 km à l'ouest, des policiers avaient trouvé la Buick rouge embourbée dans un champ. En vérifiant la plaque d'immatriculation, ils avaient constaté qu'il s'agissait de la voiture de Mme Lauder. Le fermier à qui appartenait le champ n'avait pas vu qui avait abandonné le véhicule. Il n'y avait pas de clé, mais les portes étaient déverrouillées. Parmi les effets à l'intérieur se trouvait une bouteille de boisson gazeuse et l'emballage plastique d'un sandwich sur lequel se trouvait l'étiquette d'une épicerie appelée Goshen. Les policiers firent remorquer le véhicule au poste pour pouvoir l'examiner à fond. Le lieutenant Timothy Daimler, du bureau du shérif de Callaway County à Fulton, au Missouri, fut chargé de cette enquête. La première tâche de son équipe fut de vérifier le contenu du coffre arrière fermé à clé. Nous ne savions pas ce que nous allions y découvrir. Cette femme de l'Ohio avait disparu et nous avions retrouvé son auto. Il était donc possible que son cadavre soit à l'intérieur. Les enquêteurs devaient l'ouvrir sans détruire d'indices, ni risquer de blesser la femme qui pouvait y être enfermée inconsciente. On fit appel à un serrurier du service de la police. Le coffre était vide. Après 3 jours de recherche, les chances de retrouver Ruth Lauder en vie étaient de plus en plus minces. Le shérif Wilson se préparait à se rendre au Missouri quand il eut l'idée d'apporter avec lui une photo d'Eric Elliott, l'adolescent disparu. Il n'y avait alors aucun lien concret entre la disparition de Mme Lauder et celle du jeune Eric Elliott. Mais je me suis dit que si j'allais à Callaway County, ce serait une bonne idée d'apporter sa photo. Le gendre de Ruth Lauder offrit alors d'accompagner le shérif.
Le représentant du Missouri auquel le shérif s'adressa ne reconnut pas l'adolescent sur la photo, mais le shérif, lui, reconnut immédiatement l'emballage plastique du sandwich. Il provenait de l'épicerie Goshen, un commerce situé près de la maison de Ruth Lauder. Son gendre leur dit alors que ses proches ne laissaient jamais rien traîner dans le véhicule. Peut-être était-ce Eric Elliott, qui vivait également non loin de cette épicerie, qui avait laissé cet emballage. Comme ils avaient apporté une photo d'Elliott, nous avons décidé de nous occuper de Kingdom City, où Elliott se serait forcément arrêté en quittant l'autoroute. Les enquêteurs de l'Ohio et du Missouri se rendirent dans tous les commerces près de l'autoroute 70, l'autoroute Est-Ouest la plus importante de la région. Peut-être quelqu'un pourrait-il confirmer qu'Elliott s'était bien trouvé dans le secteur. Ils interrogèrent des dizaines d'employés et de voyageurs. Plus tard, au cours de l'après-midi, leurs efforts portèrent fruit. Quelqu'un se rappelait avoir aperçu l'adolescent la journée précédente. Malheureusement, personne n'avait vu Ruth Lauder à bord de la voiture. Maintenant, les enquêteurs n'avaient plus d'autre choix que de faire du jeune homme de 16 ans un suspect. Avec quelques collègues, un policier interrogea des dizaines de voisins, mais aucun d'eux n'avait vu Eric Elliott ni Ruth Lauder. Je rentrais chez moi après le travail quand j'ai reçu un message du centre de traitement de l'information. On voulait que je les rappelle immédiatement. On m'a alors annoncé qu'on avait trouvé 2 cadavres dans une ferme sur la route 147. C'était la propriété de William et Flossie Brewer, la maison à côté du champ où la Buick avait été retrouvée plus tôt le même jour. On pouvait en déduire que les 2 crimes étaient reliés. 3 jours après la disparition de Ruth Lauder, les détectives avaient découvert les corps de William Brewer, 86 ans, et de sa femme Flossie, 76 ans, dans le sous-sol de leur maison. Ils avaient été abattus de plusieurs coups de feu. Les 2 corps s'étaient affaissés près de la porte. On avait d'abord ligoté les mains de la femme derrière le dos avec ce qui semblait être un fil de téléphone. Quant à l'homme, il gisait à la droite de sa femme, sa canne appuyée au mur à côté de lui. Le détective trouva aussi le chien du couple qui gardait fidèlement leur corps inerte. Une autopsie révéla que M. et Mme Brewer avaient tous 2 reçu 3 projectiles de calibre 22 à la tête, soit le calibre de l'arme disparue de la maison d'Eric Elliott. Le présumé kidnappeur de Ruth Lauder était maintenant un suspect dans ce double homicide. Rien dans la maison n'indiquait que le suspect y était resté longtemps. Les indices laissaient présumer que tout s'était passé relativement vite. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction. Dans le sous-sol, la porte qui menait à l'extérieur était couverte de toiles d'araignée, ce qui laissait présumer qu'elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Les enquêteurs interrogèrent le fils des Brewer. Celui-ci s'était aperçu qu'en plus de l'Oldsmobile de ses parents, plusieurs fusils avaient disparu. On introduisit toutes ces informations dans le système du NCIC. L'homme ajouta que le couvre-lit de ses parents avait également disparu. Des techniciens examinèrent la scène jusqu'à 5 heures du matin. Sur le sol, près de la porte d'entrée, ils remarquèrent 2 traces de pas distinctes qui n'avaient pas été faites par les occupants de la maison. L'une de ces empreintes venait d'une chaussure de course et l'autre d'une botte de randonnée. Il semblait donc y avoir un lien entre le double homicide et la disparition de Ruth Lauder. Mais les enquêteurs ignoraient toujours si Eric Elliott et son complice étaient devenus des tueurs en série. Le 2 septembre 1994, 4 jours et demi s'étaient écoulés depuis qu'on avait forcé Ruth Lauder à quitter sa maison de l'Ohio sans ses médicaments. On la croyait morte depuis qu'on avait retrouvé sa voiture abandonnée au Missouri, à 150 mètres de la propriété d'un couple de gens âgés abattus de plusieurs coups de feu. Même s'il manquait toujours de preuves, les autorités croyaient le jeune Eric Elliott ainsi qu'au moins un complice responsable de ces crimes.
Le lieutenant Timothy Daimler du bureau du shérif de Calloway County au Missouri se souvient de l'état de choc des habitants de la région. Ces gens vivent dans un secteur rural. Ils ne verrouillent jamais leurs portes. Ils se connaissent tous. Je crois qu'ils se sont rendus compte que même quand on vit dans un milieu rural, il vaut mieux verrouiller ses portes et demeurer vigilant quand des inconnus rôdent dans les parages. Ces 2 homicides et un 3e présumé meurtre en autant de jours forcèrent les autorités à se tourner vers le FBI pour obtenir de l'aide. L'agent spécial Peter Christ du bureau du FBI de Canton en Ohio fut assigné à l'affaire. Pour attraper le présumé tueur et son complice, on devait d'abord tenter de savoir quelle direction Elliott avait prise. Nous essayons d'obtenir le plus d'informations possible sur le suspect. Nous avons tenté de trouver des oncles, des tantes, des cousins, des amis. Lui et son complice semblaient vouloir traverser le pays. Il nous fallait connaître toutes les personnes chez qui il voudrait s'arrêter, soit pour les saluer en passant, soit pour leur demander de l'aide, financière ou morale. Les agents convoquèrent un ami d'Eric Elliott à un interrogatoire. Il leur apprit qu'Eric fréquentait depuis peu un ex-prisonnier du nom de Louis Gilbert. Gilbert et Elliott avaient passé beaucoup de temps ensemble au cours des dernières semaines. Tous deux ne se gênaient pas pour dire combien ils trouvaient la vie de cette petite localité ennuyante et qu'ils n'allaient pas tarder à prendre le large. Gilbert avait laissé derrière lui sa femme et son fils. Quant à Elliott, il voulait aller en Californie pour rendre visite à sa mère biologique. Au cours de l'interrogatoire, l'ami ajouta que les 2 jeunes hommes voulaient devenir célèbres et qu'ils avaient décidé de commencer par voler une voiture pour faire parler d'eux. La dernière fois qu'il les avait vus, c'était 5 jours plus tôt. Ils marchaient le long de la voie ferrée derrière la maison de Ruth Lauder. Elliott était un adolescent en difficulté et l'agent Christ croyait qu'il admirait sans doute Louis Gilbert, un peu plus vieux que lui, car celui-ci semblait faire tout ce qui lui plaisait. Quand Gilbert est devenu l'ami d'Elliott, il n'était sorti de prison que depuis 2 semaines. Il avait des antécédents criminels. Nous avons alors cru qu'Elliott était peut-être en admiration ou alors qu'il s'était entiché de Gilbert à cause de ce passé criminel. Les enquêteurs fouillèrent encore davantage le passé de Louis Gilbert. Celui-ci avait été incarcéré après avoir volé un bateau et être entré par effraction dans une résidence. Il avait également été jugé coupable d'avoir battu son fils de 3 ans. Les agents n'avaient pas encore de preuves que Gilbert voyageait avec Elliott, mais si c'était le cas, ils devaient les retrouver au plus vite avant qu'il n'y ait d'autres meurtres. Notre plus grande préoccupation à ce moment-là, c'était le fait que nous soupçonnions les 2 hommes d'être responsables de la disparition de Mme Lauder. Ils étaient également des suspects importants du double homicide au Missouri. Nous avions peur qu'ils remettent ça ailleurs au pays. Le shérif Wilson commença par tenter de savoir si quelqu'un avait aperçu Gilbert et Elliott à l'épicerie Goshen près de la maison de Ruth Lauder. Les enquêteurs du Missouri avaient découvert un emballage plastique provenant de cette épicerie dans la voiture abandonnée de Ruth Lauder. La caissière identifia sans mal l'emballage. Elle se rappelait avoir vendu un sandwich et une boisson gazeuse à Gilbert et Elliott peu après la disparition de Mme Lauder. Ainsi donc, les 2 jeunes hommes voyageaient ensemble. Mais 5 jours s'étaient déjà écoulés depuis le début de la série de meurtres et le temps pressait. Le FBI obtint rapidement des mandats d'arrêt pour enlèvement et vol relativement à la disparition de Ruth Lauder et de sa voiture. Même s'il manquait de preuves pour passer aux accusations, les agents croyaient également les 2 hommes responsables du double homicide au Missouri. Comme le temps était compté, ils essayèrent de déterminer où Gilbert et Elliott étaient les plus susceptibles de s'arrêter dans leur route vers l'ouest. Le 3 septembre, ils rendirent visite à la mère de Gilbert à Tahlequah en Oklahoma pour l'aviser que son fils et l'ami de celui-ci étaient des fugitifs armés. Ils voyageaient vraisemblablement à bord d'une Oldsmobile immatriculée au Missouri. Il était possible qu'ils s'arrêtent chez elle pour lui demander de l'aide. Malheureusement, c'était déjà trop tard.
Gilbert et Elliot étaient arrivés la veille à 2 heures du matin. Gilbert avait dit à sa mère que l'Oldsmobile appartenait à l'un de ses amis. Les deux jeunes hommes lui avaient ensuite parlé de leur projet d'aller en Californie. Ils avaient passé une partie de la journée avec elle pour ne partir que quelques heures avant l'arrivée des agents. La mère de Gilbert décrivit les vêtements des deux complices et donna aux agents les adresses d'autres membres de la famille. Les autorités craignaient que les suspects ne tuent à nouveau s'ils ne les arrêtaient pas au plus vite. C'était sûrement l'un des aspects les plus frustrants de toute l'enquête. Nous semblions toujours avoir une demi-journée ou un jour de retard sur eux. Nous n'arrivions jamais à les précéder dans leur déplacement. Comme Eric Elliott était encore un mineur, les enquêteurs durent demander à la cour la permission de distribuer sa photo. Ils en eurent l'autorisation 36 heures après le double homicide au Missouri. Le lieutenant Daimler l'ajouta au bulletin diffusé à la grandeur du pays. J'avais peur d'apprendre qu'ils s'étaient arrêtés quelque part et qu'ils avaient encore tué. Je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour mettre la population en garde, parce qu'il était évident, selon moi, qu'ils s'en prendraient au premier venu si ça leur chantait. En dépit de tous les efforts des autorités, les recherches pour retrouver les présumés meurtriers avaient fini par remplir 6 longues journées. Le 4 septembre, à Oklahoma City, à plus de 250 km à l'ouest de la maison de la mère de Gilbert, un amateur de véhicules tout-terrain se promenait autour du lac Draper. Sa randonnée fut soudain interrompue par la découverte du corps d'une femme parmi les arbres. Pendant qu'il se rendait à toute vitesse alerter la police, il croisa une Oldsmobile immatriculée au Missouri abandonnée sur la route. Près d'une semaine après l'enlèvement de Ruth Lauder en Ohio, les recherches pour retrouver les deux présumés tueurs n'étaient pas encore terminées. Le 4 septembre 1994, 6 jours s'étaient écoulés depuis le début des recherches intensives du FBI pour trouver deux présumés tueurs en cavale. Lois Gilbert et Eric Elliott étaient tous deux recherchés pour un meurtre présumé en Ohio et un double homicide au Missouri. La dernière fois qu'on avait vu les fugitifs, c'était en Oklahoma. Ils se dirigeaient vers l'ouest. Le même jour, la police d'Oklahoma City répondit à l'appel d'un homme qui avait découvert le corps d'une femme près du lac Draper. Après avoir protégé la scène du crime, les policiers appelèrent les détectives du service des homicides. Ceux-ci interrogèrent l'homme qui avait fait la découverte. L'inspecteur Bob Bimo du service de police d'Oklahoma City travaillait sur cette enquête. Une fois rendu sur la scène, j'ai aperçu le corps de la jeune femme, renversé vers l'arrière et coincé entre deux arbres. La victime était une femme de race blanche dans la trentaine. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune pièce d'identité sur le corps ni sur la scène, mais le gérant d'une marina voisine parvint à l'identifier. La victime était Roxy Rudel, l'une de ses employées. Au cours de notre enquête, nous avons trouvé un véhicule près de l'endroit où se trouvait la victime. Même si nous ne savions pas encore si l'auto avait quelque chose à voir avec notre affaire, nous avons restreint l'accès au secteur où le véhicule se trouvait. Les détectives vérifièrent la plaque du Missouri de l'Oldsmobile. En introduisant son numéro dans le système du NCIC, ils découvrirent que la voiture avait été volée aux victimes du double homicide du Missouri. Les enquêteurs de l'Oklahoma avisèrent immédiatement leurs collègues de cet autre État. Pour le shérif Walter Wilson de Tuscarora County en Ohio, il était évident que Gilbert et Elliott avaient encore frappé. On avait retrouvé le véhicule volé au Missouri et trouvé une autre victime. L'émotion que j'ai alors ressentie est très difficile à décrire. C'était horrible de voir que le cauchemar se poursuivait. Les experts en scène de crime recueillirent les indices dans la voiture. Ils y trouvèrent de nombreux projectiles de calibre 22. Également le reçu d'un prêteur sur gage d'Oklahoma City. On préleva des empreintes digitales à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. Celles-ci correspondaient à celles de Gilbert et d'Elliott. À en juger par le faible degré de décomposition du corps de Rudel,
Les médecins légistes purent affirmer qu'elle n'était morte qu'1 jour ou 2 plus tôt. On l'avait tuée d'un projectile de calibre 22. Les détectives avisèrent le mari de la victime, visiblement dévasté par la nouvelle. Il leur dit que le pick-up à 2 tons de sa femme avait disparu. Les enquêteurs firent ajouter ces informations au dossier déjà important de Gilbert et Elliott dans la base de données criminelles. Ils rendirent ensuite visite au prêteur sur gage dont le reçu avait été trouvé dans la voiture. 2 jeux vidéo et un ensemble de clés à douille avaient été déposés en gage le jour de la découverte du corps de la femme. Les détectives montrèrent le reçu à l'employé. Il se rappelait vaguement Gilbert et Elliott. Mais il disposait d'équipements bien plus fidèles que sa seule mémoire. Le commerce était muni d'une caméra vidéo qui fonctionnait 24 heures par jour. Le ruban confirma ce qu'il avait déclaré à la police. C'est le 3 septembre qu'on avait vu Gilbert et Elliott la dernière fois. Le FBI fit émettre 2 autres mandats d'arrestation contre les présumés tueurs pour avoir illégalement fui des États où ils étaient recherchés. L'agent Peter Christ et son équipe étaient atterrés de voir qu'après 6 jours et 4 victimes, les tueurs avaient encore une demi-journée d'avance sur eux. Nous avons envisagé tous les scénarios possibles. D'abord, nous désirions éviter à tout prix d'autres homicides. Nous n'arrêtions pas de nous demander si on avait fait tout ce qu'il fallait ou si on avait omis quelque chose d'important. Je voulais réexaminer toute l'affaire pour voir comment on pourrait devancer les 2 complices au lieu de toujours tirer de l'arrière. On intensifia les recherches. Plusieurs services de police se mobilisèrent pour obtenir davantage d'hélicoptères et tenter de retrouver le pick-up de Roxy Rodel sur les routes allant vers l'ouest. On avisa également les routiers de signaler la présence du véhicule recherché sur les routes ou aux aires de repos. La police de l'Oklahoma, du Missouri et de l'Ohio reçut alors des centaines d'appels. Mais aucun d'entre eux ne permit de retracer les fugitifs. Le lieutenant du Missouri, Timothy Daimler, craignait que les présumés meurtriers ne récidivent s'ils décidaient de voler une autre voiture pour leur voyage vers l'ouest. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'ils étaient des tueurs en série. Je me disais plutôt que ces 2 gars étaient des têtes brûlées qui tueraient n'importe qui s'il leur en venait l'envie. Par des bulletins de nouvelles, on avisa la population de l'Ouest que 2 présumés tueurs armés et dangereux se dirigeaient dans leur région. Au Nouveau-Mexique, l'agent Daniel Baker de la police de l'État entendit parler des fugitifs pour la première fois par le biais des médias. J'ai d'abord eu le sentiment que nos chances de les arrêter au Nouveau-Mexique étaient très minces, compte tenu des grands espaces ici et du nombre relativement restreint des services de police à travers l'État. Le jour où l'on commença à parler de l'affaire dans les médias au Nouveau-Mexique, Gilbert et Elliott s'arrêtèrent à la ferme d'un couple de gens âgés à 25 km au sud de Santa Fe. Ils leur dirent qu'ils étaient à court d'essence. Le couple décida de leur venir en aide, mais la femme eut des soupçons quand elle les entendit dire qu'ils se rendaient en Californie alors qu'il n'y avait aucun bagage dans leur véhicule. Ils semblaient nerveux et parurent pressés de partir quand ils s'aperçurent que des ouvriers de la construction travaillaient tout près. La femme décida d'appeler la police d'État. Malheureusement, quand les agents arrivèrent sur les lieux, les 2 jeunes hommes étaient déjà loin. Le lendemain matin, soit le 6 septembre, un autre homme du Nouveau-Mexique appela pour dire qu'il avait aperçu les fugitifs. Cet automobiliste déclara aux policiers qui l'interrogeaient
qu'il avait vu Gilbert et Elliott la veille au soir sur l'autoroute 599 en banlieue de Santa Fe. L'automobiliste s'arrêta pour faire monter les deux hommes à bord de sa voiture alors qu'il faisait de l'autostop. Hey, how's it going? Thanks for picking us up, man. Ils lui dirent que leur pick-up s'était enlisé. L'automobiliste n'avait réalisé avec qui il avait affaire que le lendemain matin en apercevant leurs photos au bulletin de nouvelles. Il ajouta qu'il avait déposé les deux hommes à une station-service où ils s'étaient achetés de l'essence et des provisions. Plus tard, il les avait reconduits à l'endroit même où il les avait fait monter à bord de sa voiture. C'était une section de l'autoroute qui traversait une région désertique. Peut-être y avait-il encore des traces à l'endroit où l'automobiliste avait déposé les fugitifs. Selon celui-ci, c'était près d'un petit viaduc. On avisa immédiatement tous les policiers qui patrouillaient dans le secteur pour qu'ils se tiennent prêts au cas où les deux hommes seraient toujours là. Pour la police du Nouveau-Mexique, il était évident qu'il fallait agir vite. Deux unités s'empressèrent de se rendre sur les lieux pour rechercher des traces des présumés tueurs. Ils trouvèrent le viaduc dans un secteur isolé. Ils savaient, pour l'avoir lu dans un rapport, que les deux hommes de l'Ohio étaient armés. Gilbert et Elliott devaient sans doute être épuisés après cette cavale de 7 jours sans argent. Les policiers s'attendaient au pire. Si les fugitifs étaient encore dans le secteur, ils pouvaient facilement se dissimuler derrière les buissons et les collines qui s'étiraient sur plusieurs kilomètres et faire feu sur quiconque s'approcherait d'eux. On incita les policiers à la plus grande prudence. Il fallait capturer les fugitifs en vie coûte que coûte. Les policiers examinèrent le sol à la recherche de traces de pas, d'emballages d'aliments ou de bouteilles vides. Tout indice qui leur dirait si les présumés tueurs se trouvaient encore dans les parages. Ils s'approchèrent ensuite du viaduc. Ils s'avancèrent prudemment pour y voir de plus près. Un des policiers vit alors deux hommes étendus par terre. Apparemment, ils dormaient. Please, put your hands up. Let me see your hands. Réveillé en sursaut, un des hommes sembla chercher son arme dans l'obscurité. Les policiers n'avaient qu'une fraction de seconde pour décider du sort des deux présumés tueurs. Le 6 septembre 1994, deux agents de la police d'État du Nouveau-Mexique se trouvaient à moins d'1 mètre des suspects Louis Gilbert et Eric Elliott. Après avoir tenté de s'emparer de leur arme, ils optèrent plutôt de se livrer aux policiers qui avaient la maîtrise de la situation. Après une cavale meurtrière qui avait coûté la vie à 4 victimes en moins d'1 semaine, les deux hommes n'opposèrent aucune résistance à leur arrestation. La poursuite, qui avait commencé à près de 3000 km de là, prenait fin. En Ohio, l'agent spécial Peter Christ du FBI reçut alors la nouvelle de leur arrestation.
Ma réaction, bien sûr, a été un immense soupir de soulagement. La première chose que j'ai voulu savoir après qu'on les ait arrêtés, c'était si on avait trouvé d'autres corps ou s'il y avait d'autres meurtres non résolus dans le secteur où on les avait retrouvés. Quand on m'a répondu par la négative, j'ai eu un immense soupir de soulagement en pensant que toute cette affaire était enfin finie. Au campement de fortune des deux complices, les policiers récupérèrent le pistolet de calibre 22 ainsi qu'une bouteille d'eau gazeuse en plastique vert. Ils trouvèrent également le couvre-lit de Flossie Brewer. À 3 km de là, près d'une piste de course à Santa Fe, la police d'État retrouva le pick-up volé de Roxy Rudel. Comme les deux autres véhicules volés, le pick-up s'était enlisé. Les empreintes digitales ainsi que les indices tels que des effets personnels démontraient qu'il s'agissait bien du véhicule de la victime d'Oklahoma City. Les experts trouvèrent également une autre bouteille de boisson gazeuse verte de la même marque que celle trouvée dans le tunnel et dans la voiture de Ruth Lauder. Eric Elliott et Lois Gilbert furent conduits au bureau de service de police du Nouveau-Mexique à Santa Fe. Si l'on parvenait à les monter l'un contre l'autre, les poursuites judiciaires étaient assurées. Le jeune Eric Elliott appela son père en Ohio et refusa d'émettre le moindre commentaire à propos des meurtres. C'était maintenant au tour de Lois Gilbert. L'ex-prisonnier renonça à ses droits et accepta de répondre à quelques questions. L'agent Daniel Baker de la police d'État du Nouveau-Mexique eut peu de temps pour se préparer à cet interrogatoire. Au cours de la première heure de l'interrogatoire, Gilbert n'a pas dit grand-chose à propos des meurtres. À quelques reprises, je lui ai demandé quels étaient ses mobiles et aussi s'il n'était qu'un simple meurtrier brutal. Il m'a répondu « oui », quelque chose comme ça. Gilbert déclara qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé au cours des 5 derniers jours. Il refusa d'émettre le moindre commentaire à propos des meurtres ou de la disparition de Ruth Lauder. Déçu, l'enquêteur quitta alors la pièce. Il semblait que Gilbert n'avait besoin que de quelques instants seul pour passer à table. Après cette première pause, Gilbert a commencé à parler un peu plus. Et il a reconnu avoir tué entre 1 et 5 personnes. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait tué ces personnes, il m'a répondu « pour des raisons stupides ». Gilbert commença par raconter comment il avait rencontré la femme en Oklahoma. Elliott et lui avaient engagé une conversation avec Roxy Rudel quand il l'avait vue pêcher seule dans un secteur isolé du lac Draper près d'Oklahoma City. Ils lui dirent que leur voiture s'était enlisée et qu'ils avaient besoin que quelqu'un les raccompagne en ville. Elle accepta et emballa son équipement de pêche. Son pick-up était garé juste en haut de la côte. Give me the keys. Give it up. Now, come on, Hurry quick, up. quick. Tie her up. Dès qu'elle eut le dos tourné, Gilbert s'empara du pistolet qu'Elliott avait volé à ses parents. Il lui ordonna ensuite de ligoter les mains de Rudel. Gilbert ajouta que Rudel pleurait et les suppliait de ne pas lui faire de mal. Gilbert entraîna Rudel dans la forêt tandis qu'Elliott marchait à l'arrière. Il ordonna à la femme de s'asseoir au pied d'un arbre. Et la tua. Après que Gilbert eut reconnu être l'auteur d'un des meurtres, l'agent le pressa de parler des autres homicides. Il lui demanda de lui décrire ce qui s'était produit au Missouri le jour précédant son arrivée en Oklahoma. Gilbert m'a avoué qu'ils avaient traversé le Missouri dans la soirée précédant le double homicide.
Ils ont garé le véhicule volé en Ohio dans ce qu'ils m'ont dit être un champ. Ils ont dormi dans le véhicule toute la nuit. Le lendemain matin, ou plus tard dans l'après-midi, ils se sont aperçus que la voiture s'était enlisée et qu'ils devaient donc en trouver une autre. Les enquêteurs croient que Gilbert et Elliott ont simplement marché jusqu'à la maison la plus proche où une voiture était garée dans l'allée. C'était la maison de Monsieur et Madame Brewer. Gilbert frappa à la porte pour leur demander la permission d'appeler une dépanneuse. Hello, sir. How you doing? Oh, pretty good. We got our car. Thank you so much. Les Brewer laissèrent les deux hommes entrer. À l'intérieur, les deux complices se sont rendus compte que les Brewer n'avaient pas d'annuaire téléphonique et qu'ils ignoraient le numéro de téléphone de la dépanneuse. C'est à ce moment-là, selon Gilbert, qu'ils ont décidé de tuer le couple. Ils entraînèrent le vieil homme et sa femme dans le sous-sol. Puis ils les tuèrent de sang-froid. Il restait maintenant à Gilbert d'avouer son premier crime. Ruth Lauder, la victime d'un cancer, disparue en Ohio, était toujours présumée morte. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Dans la soirée du 29 août 1994, à Port Washington, Louis Gilbert et Eric Elliott s'approchèrent de la maison de Ruth Lauder avec l'intention de lui voler sa voiture. Comme personne ne répondit à la porte, ils crurent que sa propriétaire était absente. Ils entrèrent par effraction et se mirent à la recherche des clés du véhicule. 10 minutes plus tard, ils n'avaient toujours pas trouvé les clés. Pendant qu'ils fouillaient dans le salon, ils furent très surpris de voir Ruth Lauder apparaître tout à coup. Gilbert déclara qu'elle était encore en vie quand il la plaça dans le coffre de la voiture avant de démarrer. Ils ont fait environ 6 km en dehors de la ville et se sont arrêtés dans un secteur boisé le long de la barrière de sécurité. Ils sont sortis de la voiture. Gilbert a déclaré qu'ils ont alors sorti Madame Lauder du coffre. Ils l'ont ensuite entraînée près de la barrière à environ 2 mètres de la route. Gilbert ajouta qu'il avait forcé Madame Lauder à s'éloigner de la voiture. Il la tua ensuite avec le pistolet de calibre 22, arme qu'il allait utiliser pour tuer les autres victimes après elle. Gilbert décrivit l'emplacement où les policiers pourraient retrouver la dépouille de Ruth Lauder. 50 personnes du FBI et de 12 services de police différents ainsi que des groupes de volontaires se mirent à sa recherche en suivant ses indications. Ils fouillèrent les champs et les bois pendant plusieurs jours. Malheureusement, on ne retrouva jamais cette veuve de 79 ans et mère de 4 enfants. Le shérif Walter Wilson n'a pas encore fermé le dossier. C'est quelque chose qu'il ne sera toujours impossible d'oublier. J'ai beaucoup de respect pour la famille Lauder, car j'ai eu l'occasion de les connaître assez bien. Encore aujourd'hui, je me sens coupable de n'avoir jamais pu retrouver la dépouille de Madame Lauder. Eric Elliott a comparu devant les tribunaux et il a été jugé comme un adulte en dépit de ses 16 ans. Il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré pour sa participation dans le meurtre de Roxy Rodel. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au Missouri, après 57 ans de mariage, les Brewer ont été mis en terre. À la différence de la famille Lauder, les enfants des Brewer ont pu faire leur deuil. Après avoir été condamné à mort pour le meurtre de Roxy Rodel en Oklahoma, Louis Gilbert a été envoyé au Missouri pour y subir son procès pour le double homicide de William et Flossie Brewer. Louis, where's Ruth? Where's the lady in Ohio? Where's Ruth, Louis? Give her family a break.
Il n'a pas voulu donner davantage d'informations sur l'endroit où il avait abandonné le corps de Ruth Lauder. Comme son corps n'a toujours pas été retrouvé, on n'a pas pu fixer une date de procès pour son enlèvement et son meurtre. Pour la famille et les amis, les actions de Gilbert et Elliot sont inconcevables. Je me suis souvent demandé ce qu'avait pu leur traverser l'esprit pour agir de la sorte, et franchement, j'ai de la difficulté à comprendre. C'est difficile de savoir à quoi ils ont bien pu penser. À l'évidence, ce sont des personnes très cruelles.